Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission du podcast On se donne en Outaouais, on se donne de mille et une façons comme vous avez découvert à travers nos différents épisodes. Aujourd'hui ne fera pas exception et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martin Vachon. Bonjour Martin, ça va bien? Bonjour Jean, ça va très bien, merci. La formule est très familière. On demande toujours à nos invités de se présenter pour découvrir un univers de gens qui se donnent en Outaouais. Et aujourd'hui, Martin, s'il te plaît, présente-toi pour nos auditeurs. Ouais, tout d'abord, un grand merci, Jeanne, de m'avoir invité à la Fondation. C'est un partenaire clé de nos services, fait que c'est super apprécié. Donc, sur le plan personnel, moi, je suis un gars de la région. Oui. Né à Hall, grandi à Hall. Ouais. J'habite toujours dans le secteur Hall, donc bien enraciné dans la région. Un gars de la place. Un gars de la place. Bien enraciné dans la région. Je suis marié. Oui. Je suis avec la même conjointe depuis plus de 37 ans. Wow, félicitations. Donc, stable comme au travail. Ça fait plus de 29 ans. Je travaille dans le réseau de la santé. 29 ans dans le réseau. Donc, wow. Tu as connu toutes les fusions, toutes les unifications. Plusieurs fusions. Donc, celle qui arrive avec Santé Québec, c'est une de plus. Là, une autre, en effet. Oui. Qui ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Non. Je te rassure. Sur le plan professionnel, moi, j'ai un baccalauréat et une maîtrise en criminologie à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai gradué dans le début des années 90. Donc, moment où le marché du travail était vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui. Très différent, très compétitif. Très compétitif. C'était des moments de coupure, de compression. Ouais. Donc, mon premier travail dans le réseau de la santé, c'était au centre jeunesse. OK. Donc, j'ai commencé ma carrière comme éducateur en centre jeunesse. En fait, au centre de réadaptation sur le chemin Freeman. Ouais. Commencé ma carrière là, à temps partiel, parce qu'il n'y avait pas de travail à temps complet. Mon doigt, c'est un autre contexte aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, on termine l'université et on a un poste à temps complet. À l'époque, ça prenait plusieurs employeurs pour avoir faire du temps complet. Ouais. Fait que j'ai commencé là, il y a 29 ans passés. OK. Puis de fil en aiguille, là, je suis passé d'éducateur à agent de relations humaines en protection de la jeunesse. OK. Donc, j'ai travaillé à l'évaluation des signalements. Wow. Ça, cet emploi-là m'a permis de me promener partout en Outaouais. Sur tout le territoire? Tout le territoire. J'ai travaillé particulièrement dans le Pontiac. J'avais un poste bilingue, donc j'ai travaillé beaucoup dans ce secteur-là. Mais j'ai quand même petit coin à moi. Ah oui? Oui, je suis natif du Pontiac. Ouais. Super belle région, des gens super sympathiques. Donc, fait ça pendant plusieurs années. Et début des années 2000, j'ai décidé de faire un virage, changement de carrière. Je suis retourné aux études. Je suis allé faire ma scolarisation au DESS en relations industrielles et en ressources humaines. OK, wow. Et j'ai obtenu un poste d'agent de gestion de personnel aux ressources humaines du centre jeunesse. OK. Fait que tu t'es allé plus vers le côté RH, là. Tout à fait. J'ai fait ça pendant, 7-8 ans. OK. J'étais directeur des ressources humaines au centre jeunesse de l'Outaouais. Qui est une grosse boîte, là. À cette époque-là, c'était une grosse boîte. Ouais. Aujourd'hui, quand on regarde ça avec un recul, 400 employés, c'est plus petit que ma direction actuelle dans le CIS de l'Outaouais. Oui, mais maintenant, c'est rendu tellement gros. Tout à fait. Puis depuis 2010, là, je suis directeur dans le clinique. Donc aujourd'hui, ton poste, c'est directeur des programmes jeunesse. Des programmes jeunesse. Tout à fait. On va regarder cet univers-là. C'est un univers qui est super intéressant. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. On se connaît aussi quand même. On a eu la chance de se côtoyer même pendant ta carrière. Oui, puis pendant ta carrière, ma conjointe a travaillé avec toi aussi au centre jeunesse. Donc, on se connaît quand même depuis plusieurs années, mais maintenant davantage parce que à chaque fois que le volet jeunesse lève la main et dit on a une idée, c'est avec toi qu'on travaille. Tout à fait. Puis c'est pas un secteur qui attire nos donateurs, mais bon, le volet jeunesse, c'est un peu comme un parapluie là, qui couvre plusieurs choses. Puis c'est ça que j'aimerais que tu puisses nous expliquer un petit peu tout ça en partant. Ça inclut quoi? Le volet jeunesse, ça veut dire quoi d'être directeur de ce volet-là au CIS de l'Outaouais? C'est une très grande direction. Hein. C'est une direction de 800 employés. Wow. 29 équipes dans 9 programmes distincts. OK. En fait, tous les services là, du suivi de la grossesse jusqu'à l'âge, au service de 18 ans, sont inclus dans ma direction. Donc, de façon... En fait, on dit zéro, vraiment, là, zéro. C'est de la conception jusqu'à 18 ans. Puis on a des services qui vont jusqu'à 25 ans, comme le service Air ouverte, notamment. Oui, c'est vrai. Jusqu'à 25 ans. Oui. Donc, on retrouve tous les services de suivi de grossesse, de périnatalité communautaire, donc suivi des bébés, vaccination. Ben oui, Choury, on a eu Amélie Tétrault qui est venue au podcast. Exactement. Ouais, donc, l'unité de naissance de l'hôpital relève de la direction des programmes jeunesse. La maison de naissance également. C'est vrai. L'unité de néonatologie, la pédiatrie, sans compter tous les services qu'on a en communauté, services de développement de l'enfant, services pour les jeunes en difficulté,
santé mentale, dépendance. Bref, tu vois qu'il y a toute une panoplie de services qui sont sous le grand chapeau de la direction des programmes jeunesse. Fait que souvent, pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être en tête que quand on parle jeunesse, on parle nécessairement pédiatrie, enfants malades. On n'est pas juste là. Ça fait partie du secteur, mais comme on peut le voir, c'est beaucoup plus grand. Il y a des projets chez nous qu'on va classifier sur notre site Internet, par exemple, comme étant jeunesse, mais on tente naturellement dans la direction de montrer l'axe. Est-ce que ça touche au niveau de la protection de la jeunesse? Est-ce que ça touche au niveau de la santé mentale? Est-ce que ça touche au niveau de la réadaptation? Il y a beaucoup de secteurs. C'est sûr qu'on le répète souvent, il y a des équipements dans le milieu hospitalier qui coûtent cher et souvent le montant de la facture est très élevé, mais il y a quand même beaucoup plus de projets, je pense, qui se font en dehors du milieu hospitalier pour soutenir cette clientèle-là, au niveau des demandes que vous avez de besoin. Tu vois, actuellement, Jean, on a 26 projets avec vous qui sont actifs. C'est énorme. C'est pratiquement le quart, un peu moins que le quart de nos projets, donc parce que ça couvre. Je veux pas des milliers de personnes en Outaouais là, au niveau des services, parce qu'on s'entend qu'il y a un bassin de la population sur 450 000 habitants. Je ne sais pas combien qu'on est en Outaouais exactement, mais il y a un gros volet de ça, que c'est des enfants de 0 à 17 ans. Tout à fait. En fait, 0 à 17 ans, puis je répète, mais on a des services qui vont jusqu'à 25 ans, donc ça couvre même des jeunes adultes. Là. Donc, 26 projets actuellement qui sont en cours de réalisation. Ces projets-là représentent tout près d'1 million de dollars d'investissement de la Fondation. C'est énorme. C'est un apport considérable à notre offre de service. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle de ces projets-là, puis c'est un peu le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire comprendre aux gens qui nous écoutent l'impact tangible qu'on a pour nos jeunes. Puis on pourrait peut-être sauter d'un des volets à l'autre. Là, tu mentionnes 9 grands secteurs. Je suis sûr qu'on aurait des exemples à donner dans plusieurs de ces secteurs-là. Un que j'aimerais peut-être aborder tout de suite avec toi, puis je fais référence à un podcast qu'on a eu avec Luc Cadu, que tu connais très bien. Certainement. Qui est aujourd'hui notre président du conseil d'administration. C'est le volet de la protection de la jeunesse. Donc, comme on l'a mentionné, la protection de la jeunesse avait sa fondation jusqu'en 2015, je ne me trompe pas. Et avec les fusions dans le réseau, on parlait de fusion et tout ça, nous, on s'est parlé, tu sais, les fondations, on s'est dit, regarde, on travaille tous pour le même partenaire qui est le CIS de l'Outaouais. Et est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble? Dans le cas de la Fondation des centres jeunesse, qui n'avait pas une équipe de permanents, mais qui avait quand même un conseil d'administration avec des bénévoles, qu'il faut se dire aussi, avait besoin de support, avait besoin de l'expertise que la Fondation pourrait donner, on a pris sur notre aile d'aider le volet jeunesse avec une unification de cette fondation-là. Et depuis, tu as été témoin parce que tu étais là aux premières loges là, quand on a commencé. Un des plus grands projets dans l'histoire qu'on a fait c'était à Freeman. Tu parlais de Freeman tantôt. Peut-être juste qu'on pourra définir c'est quoi Freeman. Pourquoi peut-être parler de quelques projets. Quand on fait référence à Freeman, on fait référence à un lieu là, que tu pourrais nous expliquer un petit peu. En fait, le complexe Freeman, c'est un regroupement de centres de réadaptation. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est un milieu de vie pour nos jeunes. On héberge là, on a 4 unités de réadaptation pour des jeunes de 12 à 18 ans. OK. Ce sont des jeunes qui ont des troubles d'adaptation importants. Certains, ce sont des troubles de comportement, des enjeux de toxicomanie. Plusieurs ont aussi des enjeux de santé mentale. Donc, des jeunes qui vivent des grandes difficultés. Plusieurs ont connu des milieux familiaux difficiles, ont vécu de la négligence, peuvent avoir vécu différentes violences. Donc, ont plus de difficultés à fonctionner en société. Donc, sont hébergés chez nous, sont hébergés en centre de réadaptation, sont assujettis à des mesures sous la loi de la protection de la jeunesse. Donc, ce sont vraiment des jeunes là, qui sont suivis par l'équipe de la DPJ, mais qui sont hébergés dans ces milieux-là. Et ils passent des séjours avec nous là, qui peuvent s'échelonner entre 3 mois à 9 mois en moyenne. Un des premiers projets, si je ne me trompe pas, qu'on a fait ensemble, c'était de construire, d'augmenter la capacité avec les 2 ailes, filles et garçons. Puis ça, c'était une clientèle, je pense, qui était 12-17 ans, je ne me trompe pas. Exactement. Puis je me souviens, déjà, quand on s'est assis ensemble, tu m'avais montré des plans avant même qu'on le construise. Puis c'était intéressant parce que tu parles d'un milieu de vie. Là. Justement, vous vouliez construire un milieu de vie qui n'avait pas de l'air peut-être du milieu institutionnel type. Exactement. Puis qu'on n'avait pas l'impression d'être dans quelque chose qui est tout en béton, là, comme traditionnellement, peut-être à l'époque, c'était construit. Puis vous avez vraiment créé quelque chose qui était un beau concept là, avec l'extension là, qui est l'adresse est le 155A. C'est ça, avec le A qui est connecté.
Puis en fait, c'est cette clientèle-là qui vit là, ben c'est leur milieu de vie temporairement, le temps que les choses reviennent un peu à l'ordre, soit qu'ils puissent retourner dans leur famille, naturellement. C'est ça, probablement l'objectif premier. Ou dans un milieu simple, un milieu sécuritaire pour eux. Ouais. Ces nouvelles résidences-là, je ne sais pas si tu te rappelles, Jean, là, mais ça leur remplaçait les résidences désuètes qu'on avait sur la rue Notre-Dame à Gatineau, qui dataient des années 60. C'est intéressant que tu amènes ça, Martin, parce que c'est un beau projet quand on regarde à ça. Tu parles des résidences qui étaient désuètes. On entend parler présentement d'un nouvel hôpital puis d'infrastructures désuètes. C'était le cas en jeunesse, puis on n'en parle peut-être pas assez fort, où justement on a fait des pieds et des mains pour... Bon, ça n'a pas l'ampleur d'un nouvel hôpital, là, mais c'est un peu le même concept. On avait vraiment des triplex, là, pas mal, qui étaient des appartements. Des anciennes maisons unifamiliales, un triplex. Une résidence qui avait été construite peut-être dans les 20 dernières années, qui était plus récente, mais pas réellement adaptée à la clientèle. Fait que, je me souviens d'avoir même été visité, puis on m'avait très bien expliqué que c'est pas... l'infrastructure, il faut qu'elle soit adaptée à la clientèle puis aux besoins de cette clientèle-là. Faire de l'intervention dans un salon ouvert avec tous les autres résidents, c'est peut-être pas le milieu le plus confidentiel. Je donne ça comme exemple où l'intervention peut se faire. Tandis qu'aujourd'hui, quand on regarde l'infrastructure qui est là, je trouve Freeman, c'est vraiment construit, pensé pour ça. Il y a des endroits propices. Puis les lieux ont été construits en pensant qu'est-ce qui était pour les intervenants, le personnel, puis la clientèle surtout. Qu'est-ce qui est le plus adapté? C'est un milieu ouvert. Fait qu'il fallait s'assurer que ça ressemble le plus possible à un milieu familial, même si c'est institutionnel. Absolument. Et nos jeunes ont besoin d'espace. Ont besoin d'espace. Même la largeur des corridors, on y pense pas, là, mais un corridor étroit, ça veut dire que les jeunes se côtoient. Des fois, quand tu n'es pas de bonne humeur, juste un petit coup d'épaule, ça vient bousculer. Donc là, dans la nouvelle construction, les corridors sont plus larges, les espaces de vie sont aérés, beaucoup de fenêtres. Tu as visité, c'est vraiment très beau. Lumineux. Plein de lumière du jour. Avec des salons privilèges, des espaces de rencontre avec la famille. Ça permet, même si tu as 12 jeunes qui habitent dans la résidence, ben les 12 jeunes avec l'équipe d'éducateurs peuvent être séparés en plus petits groupes. Donc, ça donne de l'air à nos jeunes. C'est plus productif, ça facilite davantage la réadaptation. Et la Fondation, puis on remercie les donateurs qui ont contribué, aura aidé à rehausser puis à optimiser cette infrastructure-là. Mais on est allé encore plus loin parce que je me souviens, lors de l'inauguration, on était ensemble, puis tu me dis, regarde, viens voir, tu m'as montré qu'il y avait une cour qui était complètement non aménagée encore. Tout à fait. Et justement, je trouve que cet exemple-là est frappant. Souvent, on a le financement gouvernemental, des ministères arrivent, mais il y a des limites à ça. On le comprend très bien. Tu me mentionnais en introduction, tu es natif de la région, donc depuis toujours, tu comprends cette réalité-là très bien. Et tu es venu à la Fondation avec l'équipe en disant, regardez, on pourrait peut-être se faire justement un milieu de vie encore plus propice extérieur. Est-ce qu'on ne pourrait pas construire des infrastructures qui vont permettre à ces jeunes-là de ne pas être dans un champ de boîte, là, que je dis en guillemets, parce qu'il n'y avait pas de terrassement, c'était pas aménagé, mais il n'y avait pas les fonds non plus. Là. C'est bien beau d'avoir des enveloppes pour faire de l'infrastructure, qu'on a rehaussé aussi là, à l'auteur de 300 000, mais il n'y avait pas de cours extérieur. Et je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est là où une fondation puis une communauté peut se mobiliser. Puis dans ce cas-là, on a fait, puis les gens, c'est visible, là, si on passe au Freeman, on peut voir, on voit la patinoire, puis c'est une patinoire qui est enviable de peut-être toutes les patinoires qu'on a à la ville de Gatineau. La patinoire, c'est l'infrastructure qui est la plus grande sur le terrain, mais on a aussi fait des gazebos là, pour que les gens puissent échanger. Puis je pense que tu m'avais bien expliqué aussi que c'est des endroits aussi que l'intervention peut se faire n'importe où. Hein. L'espace extérieur, c'est une prolongation de l'espace intérieur, comme dans nos maisons à nous. Nous, on aime bien avoir un balcon bien aménagé, avoir une cour où on peut aller se reposer. Mais pour nos jeunes qui habitent dans ces milieux-là, la cour extérieure, c'est l'extension de leur chez eux. Absolument. Puis d'avoir de l'équipement, au-delà, d'avoir une table de pique-nique, un gazebo où le jeune peut aller, ça peut avoir l'air banal d'avoir une table de pique-nique puis un gazebo, mais pour l'intervenant, c'est un lieu propice pour aller intervenir paisible à l'extérieur. Ça permet aux jeunes, quand il est dehors, s'il est anxieux, de s'isoler un peu dans le gazebo puis reprendre son souffle. Puis l'équipement sportif, on le sait, Jean, c'est hyper essentiel pour nos jeunes de bouger. Absolument. Ça canalise l'énergie, ça permet d'inculquer le travail d'équipe. Quand on joue au hockey, on fait des sports d'équipe. C'est essentiel à la réadaptation. Parce que, nos intervenants, ce qu'ils font,
c'est de la réadaptation à travers les gestes du quotidien. C'est ça le travail que nos éducateurs font. Et ça prend justement ces équipements-là, ces vraies infrastructures-là pour le faire. Donc, Freeman a pris de l'ampleur avec tout ce qu'on a fait. Puis encore dernièrement, sur, on va appeler ça la section un peu plus ancienne, les équipements commencent à être désuets, puis vous êtes venu nous voir pour demander d'aider avec le gymnase, d'aider avec l'agora, d'aider aussi pour l'aménagement de l'autre cours là, qui tout à fait. Avait besoin d'amour. Là. On va le mettre comme ça. Plusieurs années. L'équipement date de plusieurs années. Ouais. Mais c'est important, puis je pense que c'est le fun parce que les donateurs ont été au rendez-vous. Tu sais, je regarde, on a fait l'inauguration de la patinoire avec les donateurs qui sont venus puis qui étaient fiers de voir ce qu'on avait offert à ces jeunes-là. Et ça permet vraiment de sortir des fois juste du milieu hospitalier puis d'offrir d'autres opportunités qui sont tout aussi importantes. Je pense que les gens ont réalisé avec la pandémie l'importance de la santé mentale, l'importance justement, tu sais, tu parles d'être à l'extérieur puis d'être dans un environnement propice, que ce soit peu importe où cet environnement-là peut être créé, où on peut intervenir. Puis c'est grâce à justement des partenariats avec la Fondation puis ta direction qu'on est en mesure de le faire. Tout à fait. Puis le donateur qui participe à l'achat, tu sais, dans le projet qu'on va faire, là, le phase 2 du déploiement de la cour extérieure, on a demandé des nouveaux gazebos, on a demandé des jardinières. Oui. Hein, donc, c'est vrai. on peut se planter plantes, genre un petit potager, tout ça. Ça peut sembler pour un donateur moins chic qu'un incubateur de transport en néonatologie. Mais quand il fait ça, la jardinière, là, quand on l'achète, c'est pour permettre à l'éducateur de travailler avec la jeune sur un projet de longue haleine. Qui est concret. Hein? Je plante mes graines pour faire pousser mes légumes. Je dois entretenir mes plates-bandes. Je dois les nourrir. Et j'entretiens ça pendant des longues semaines avant d'avoir un résultat. Cet apprentissage-là que l'éducateur fait, c'est essentiel pour nos jeunes. Mais quand le donateur donne une jardinière, ce qu'il fait, c'est qu'il contribue à la réadaptation de ces jeunes-là. C'est génial, là. C'est vraiment génial. Puis merci de nous l'expliquer de cette façon-là. Puis je pense que ça va résonner pour plusieurs personnes qui écoutent le podcast aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est sûr que quand je regarde ça, une jardinière, ça coûte pas tant cher non plus. Puis c'est ça qui est formidable. Tu sais, des fois, on va mettre des projets sur notre site qui ne coûtent pas une fortune, hein. Mais l'impact va être aussi grand qu'une isolette de transport pour un bébé prématuré. Tout à fait. Puis ça, ces équipements-là, on s'entend, en milieu hospitalier, ça coûte toujours cher. Ça, j'ai rarement vu un projet... Puis c'est pas juste une question d'argent, c'est que il y a des gens qui nous écoutent sûrement qui disent est-ce que je peux faire une différence malgré peut-être des moyens différents. Oui, vous pouvez le faire. Puis tu sais, une jardinière, on peut en acheter au Costco là, pour 100-150 $. Une bonne jardinière, un donateur peut avoir un impact concret. Puis c'est ça qui est plaisant, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités. Puis comme tu disais tantôt, 26 projets pour $1 million, oui, il y en a là-dedans qui valent très cher. Il y en a d'autres qui sont très abordables aussi. Mais qui ont un effet clinique tout aussi grand. On a acheté du matériel sportif il n'y a pas longtemps là, pour les jeunes, que ce soit juste d'avoir des outils, j'allais dire, des articles de sport de bonne qualité. C'est important pour nos jeunes d'avoir ça. On ne veut pas jouer au badminton avec une raquette pétée, là, ça ne sert pas à grand-chose, mais d'avoir ces équipements-là, c'est là où la communauté peut vraiment aider. Puis, je te dirais, Jean, tout petit don. Un don qui est dirigé vers un fonds d'épanage. Oui, c'est là où je voulais aller, absolument. Les fonds. Oui. Puis là, pour le donateur, ça peut peut-être être flou à quoi ça sert un fonds d'épanage. Souvent, nos fonds d'épanage vont, on en a un là, pour le fonds santé bien-être. Ça nous permet à nous de pouvoir soutenir un enfant qui vit quelque chose de particulier. Par exemple, un enfant qui a des enjeux dentaires, des caries, aurait besoin d'avoir de l'orthodontie parce que ça a un effet sur sa capacité d'élocution, sur son estime de soi. Le fonds d'épanage peut nous aider à soutenir un enfant dans ce contexte-là. C'est pas mal propre ce que tu apportes là comme concept pour encore là les gens qui écoutent. Là, les fonds d'épanage, on n'en a pas partout, mais on a pris une décision, la Fondation, d'en créer pour justement beaucoup les jeunes. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les intervenants n'avaient pas tant juste besoin d'une infrastructure ou d'un équipement. Ils nous disaient, nos jeunes, on parle de jeunes de 0 à 17 ans, ils ont des besoins, puis ces besoins-là ne pourront pas être répondus sans un fonds. Ça nous a pris un peu de temps, pour être honnête, à comprendre cette réalité-là. Pour nous, que c'était nouveau, mais c'était quand même présent à l'époque de la Fondation des Centres jeunesse qui s'est unifiée à nous, comme je disais tantôt.
Mais tu sais, des exemples d'orthodontie, c'est là, je pense que j'ai déjà parlé au podcast de l'exemple d'une jeune fille qui avait besoin d'une robe pour son bal de graduant. Exactement. Ben, pour nous, c'était incompréhensible qu'on ne donne pas à cette jeune-là la possibilité d'avoir de l'air de tous les autres jeunes de son âge puis de profiter de son bal de graduation. Même s'il y avait personne n'avait besoin de savoir, mais il n'y avait pas la capacité financière d'acheter cette balle-là, ben, nous, on lui a donné. Et ces fonds-là, qu'on tente de réitérer par année, ben c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un sport continu. Tu m'amènes à parler de quelque chose, je pense, qui est vraiment important pour que nos donateurs comprennent, c'est qu'il n'y a pas de fin à ça. Malheureusement, c'est la réalité. Puis des jeunes, il y en a des nouveaux qui rentrent tous les jours. Puis on tente de les aider, puis on tente aussi de les accompagner. Tantôt, tu faisais référence à l'accompagnement aussi vers la vie adulte. Tout à fait. Mais c'est important aussi de les outiller puis de les aider, que ce soit de leur donner un premier kit d'appartement pour un jeune qui va quitter, je dis en guillemets, mais les centres de jeunesse pour cheminer vers l'âge adulte. Et on en a parlé beaucoup avec la commission Laurent, des jeunes qui quittent les centres de réadaptation à 18 ans, qui doivent partir en appartement, qui ont peu de choses parce que souvent, leurs parents sont peu impliqués dans leur vie. Le fonds soutien à la transition à la vie adulte, qui est un fonds qui nous permet d'acheter aux jeunes, des fois, son premier trousseau de base, ustensiles, casseroles, des choses de base. Qui est nécessaire. Pour partir en appartement. Ce coup de pouce-là, c'est génial pour le jeune. Ça, c'en est un fonds, comme tu dis, qui est sans fin. Parce qu'on aura toujours des jeunes qui vont arriver à 18 ans et qui ont des limites financières. Les parents sont peu présents et ont besoin de ce coup de pouce-là. Donc, le don de 20, 50 $ que fait le donateur, 10 $, ça a un effet. Ça permet d'acheter de l'équipement à ce jeune-là. Il part de façon plus solide. Il y a un côté du volet jeunesse qui se distingue, puis je veux le reconnaître aujourd'hui avec toi, c'est que les gens qui travaillent dans ton département comprennent la puissance que la philanthropie peut avoir, peut-être même plus que certains autres secteurs. Je dis pas ça de façon négative par rapport aux autres secteurs, mais je pense que ça fait longtemps que les gens qui travaillent en jeunesse ont compris que la philanthropie était là pour les appuyer. Et ça fait de la magie. Tu sais, j'ai déjà parlé de Bravo puis de Chantal et Véronique qui ont eu à un moment donné 2 intervenantes des centres jeunesse qui ont eu une idée d'avoir un chien d'accompagnement. Ben, ça a été rendu possible. Surtout parce qu'il y avait 2 personnes à l'interne qui croyaient que la philanthropie pouvait leur procurer un outil à ce niveau-là. Puis ça, c'est important de le mentionner, que ce soit dans n'importe quel volet jeunesse. Je pense qu'il y a ces gens-là qui font comme « Hey, on peut avoir ça parce qu'il y a une fondation qui peut nous appuyer. » Puis à chaque année, quand on reçoit en septembre toutes les demandes de financement, ben c'est pas pour rien là, que c'est sur 9 secteurs, c'est le secteur qui reçoit parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Puis là, je fais une petite plug pour le côté collecte de fonds. Je l'ai souvent dit au podcast, on reçoit environ 5 millions de demandes par année totale, pas juste la jeunesse, toutes les demandes confondues. On n'a pas les moyens présentement d'aider. Puis c'est pour ça qu'on tente de rehausser puis qu'on tente d'aider davantage. On en aide pour un peu plus de 3 millions. C'est beaucoup d'argent, là. Tout à fait. C'est beaucoup d'argent à aller chercher dans la communauté. Mais si les gens se demandent est-ce qu'on doit investir ou pas, il faut investir. Il faut investir pour le gros bon sens d'aider notre population puis notre région. Parce que peut-être encore pour des auditeurs qui écoutent, disent ben voyons, là, on paye des impôts, comment ça que ben il y a une limite à ça, là. Je veux dire, je pense que tout le monde est devant l'évidence que on peut pas tout répondre avec les moyens qu'on reçoit des fonds publics. Il y en a beaucoup, ça couvre énormément. Mais c'est un partenariat. Mais c'est un partenariat, exactement. Puis c'est une opportunité, moi, je trouve, qui est plaisante pour la communauté d'entendre une fondation, puis des partenaires, puis le CIS dire, écoutez, on peut ensemble aider mieux cette clientèle-là, puis faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embûches, il n'y ait pas d'obstacles, puis qu'on aide pas juste la clientèle, mais le personnel. Parce que le personnel, de travailler dans des endroits comme on a fait à Freeman, ou de donner les équipements. On améliore grandement leurs conditions d'exercice. Là, on leur donne des outils, une table de pique-nique, une jardinière, une patinoire. Ben là, je parle au côté RH de Martin Vachon, là, que je suis sûr que tu peux nous convaincre que de donner ces outils-là, tout à fait, ça améliore les conditions de travail. Puis ça, c'est une clé, je pense, importante dans le recrutement et la rétention du personnel, de leur donner ce qu'ils ont besoin pour faire leur travail. Tu sais, je veux dire, on peut pas donner un chef cuisinier
pas les instruments qu'a besoin un grand chef pour faire un repas gastronomique. Donc, c'est la même chose pour un intervenant. Tout à fait. Les intervenants, c'est comme des artisans. Hein? Ouais. Ils donnent un service de qualité dans la mesure où ils sont dans un environnement propice, ils ont les outils propices, mais quand ils ont ça, ils produisent un service de qualité. Absolument. Le jumelage qu'on fait avec la Fondation, le travail de partenariat, nous permet, par ces petits ajouts-là, ces petits ajouts supplémentaires à ce que nous, on peut offrir, à ce qu'on peut acheter, bien, ça permet d'améliorer la qualité de vie de nos intervenants, la qualité d'exercice. Puis ça, bien, ça crée des gens engagés, ça crée des jeunes heureux. Ben, je pense que c'est traditionnel depuis chaque année. Là, chaque année, on reçoit des dons pour faire des cadeaux de Noël aux enfants de la protection de la jeunesse. Puis comment c'est magique pour les intervenants de savoir que les enfants avec qui ils travaillent vont avoir le même bonheur dans le temps des fêtes que d'autres enfants, d'avoir un cadeau. Je pense à Bagage de vie, qui est un projet exceptionnel où on a procuré des sacs pour éviter que quand on déménage un enfant, qu'on sorte d'un milieu, on utilise des sacs de déchets. Qui est souvent le sac qui est le plus à porter, là, parce que bon, il n'y a plus de sac à l'épicerie, là, donc il faut utiliser ce qu'on a sous la main. Et la connotation négative d'un enfant de voir que ces choses s'en vont dans un sac de poubelle ou dans une valise, comme n'importe qui doit sortir de son milieu. Comme image de départ, ça fait toute une différence. Je quitte pour aller dans mon appartement que je viens d'avoir ou de retourner chez mes parents et j'ai une valise versus j'ai un sac. Ça fait pas du tout le même effet. Du tout. Puis encore, je reviens sur la connotation monétaire. Ça coûte pas grand-chose pour qu'on puisse faire ce genre de projet-là. Puis c'est ça que vous nous avez fait aussi apprendre, votre département, c'est la puissance qu'on peut avoir avec des investissements qui sont quand même assez simples. Puis l'impact que ça va avoir au niveau de la clientèle, du personnel, moi, je trouve que c'est hyper important. On a touché beaucoup le volet social. Tu veux-tu nous amener dans d'autres sphères du volet jeunesse de ton département? En fait, on a parlé beaucoup des CRJDA. Il y a beaucoup de dons qui se font en communauté. On a parlé un peu des fonds d'épanage, mais dans la dernière année, il y a eu du soutien aussi pour de l'équipement thérapeutique dans certains secteurs. Oui, c'est vrai. En orthophonie, avec des ergothérapeutes, on a eu ça. En des santé gros mentale. Projets en santé mentale. Oui, en orthophonie, c'est vraiment intéressant là, parce que je pense qu'on est aussi, c'est rare qu'on l'entend, mais je me souviens bien dans la description du projet, on reçoit une clientèle qui n'est pas juste de la région, là, qui vont chercher des services au niveau des tests qui doivent être faits. Tout à fait. Et encore là, c'est tellement simpliste, là, mais d'avoir, j'oublie le terme, là, mais j'ai Soundroom, une boîte étanche pour faire les tests au niveau de l'audiologie. Il faut avoir encore là les bons équipements, puis on pouvait avoir l'opportunité de l'améliorer pour l'équipe. Et ça, j'ai eu un appel en passant des gens qui travaillaient dans ce secteur-là pour nous remercier. Ces professionnels-là, ils étaient tellement enchantés quand on a accepté la demande. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Donc encore là, c'est un peu plus physique, mais c'est des besoins importants. Puis, en fait, plusieurs secteurs. On travaille, on a 26 projets, on en a dans tous les secteurs, dont en milieu hospitalier. Vous avez rencontré, tu as rencontré Amélie Tétrault. Il y a quelques podcasts passés, elle vous a parlé, partagé un petit peu l'effet elle nous a fait découvrir, l'équipement. Absolument. C'est essentiel. Puis je pense que les donateurs, ce qu'ils doivent retenir, c'est quand on donne à la jeunesse, peu importe le secteur, que ce soit en communauté, que ce soit en milieu hospitalier ou en milieu psychiatrique, ben on investit dans nos adultes de demain. Pour le donateur, là, c'est en train de préparer l'avenir de la société en investissant auprès de ces jeunes-là. C'est vraiment génial. Puisque, tu sais, j'entends tout ça, puis je me dis un commentaire que je veux faire aujourd'hui au podcast, c'est que, on n'entend peut-être pas tout le temps parler, puis c'est peut-être une bonne chose parce que ça va bien. Je veux dire, tant mieux que, on entend que les urgences débordent, puis qu'il y a des risques des fois qui nous font peur là, avec les pénuries de main-d'œuvre. Il y en a partout, il n'y en a pas juste dans le milieu de la santé, des services sociaux, là, des difficultés au niveau du recrutement sont grandes, sont importantes. On les adresse, on travaille avec Dr. Bilodeau qui est venu nous en parler justement il n'y a pas longtemps. Mais je pense aussi qu'il faut reconnaître ce qui est fait de bien de nos équipes, puis il faut valoriser ce travail-là aussi, c'est essentiel. On oublie des fois que le CIS, c'est pas juste des hôpitaux, c'est aussi tout ce qui entoure. Puis aujourd'hui, je pense qu'il nous fait découvrir un peu ça, comment qu'il y a des secteurs qui fonctionnent quand même bien
avec les moyens du bord, on s'entend qu'il y a toujours des enjeux, mais qui ont un impact colossal sur la qualité de vie, sur, tu sais, quand Amélie est venue nous parler, j'ai jamais entendu parler d'une mère enceinte qui est venue dire, moi, j'ai attendu à l'urgence pendant 14 heures pour accoucher, tu sais, on les prend en charge, puis juste faire le parallèle des fois que ça fonctionne, puis ça fonctionne avec des équipes qui sont dévouées, puis des services, puis oui, il y a des choses qu'il faut travailler davantage, mais ça, il faut continuer de les appuyer. Parce que si on ne les appuie pas, justement, ben, il y a des risques que ça dérape, que ça n'arrive pas bien. Tu as raison de dire que le milieu hospitalier, dans ma direction, c'est quelques services sur 29. La très grande majorité de nos services se donnent en communauté. Oui. Puis c'est ce qu'on souhaite. Dans le milieu hospitalier, c'est l'accouchement, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle. La pédiatrie, c'est parce qu'on a des jeunes malades, mais ce qu'on souhaite, c'est intervenir et investir dans la communauté pour que les jeunes restent dans leur milieu, se développent dans leur milieu familial, se développent dans leur quartier. La grande majorité de nos services, ce sont des services de type CLSC là, qui sont donnés dans même la communauté. Il y a un projet qu'on fait cette année qui est la petite urgence pédiatrique. Là, je ne sais pas trop comment le définir autrement. Que je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Le service ambulatoire. La clinique ambulatoire 017. Voilà. Je savais qu'il y avait le mot ambulatoire qui est situé devant l'hôpital de Gatineau, au 500 boulevard de l'hôpital. Ça, c'est un beau projet qui a vu le jour il y a quelques années passées où on a aménagé puis qu'on a dit, ben regarde, on va essayer d'éviter que les jeunes passent par les urgences. On va offrir ce service-là où il y a des médecins, des urgentologues, des pédiatres qui vont pouvoir offrir des services. On a offrir des rendez-vous à des jeunes qui n'ont pas de médecin de famille, que si on n'avait pas ça, ben ce jeune-là se retrouverait à l'urgence pour quelque chose qui peut être traité en clinique. Puis qui est très comme proactif, là. Je veux dire, les gens peuvent appeler, avoir rendez-vous, puis au lieu d'aller attendre inutilement pendant des heures, c'est quand même très rapide. Puis les gens gagnent à découvrir ce service-là. Mais encore là, tu sais, je vais prendre ça comme un exemple. Les instruments, les tables, on va parler des tables d'examen qui sont là, c'est des tables d'examen qu'on a récupérées d'ailleurs, mais ne sont pas adaptées aux enfants. Non. Et encore là, tu sais, je trouve que c'est palpable parce que la demande qui a été faite à la Fondation, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait pas avoir des outils adaptés à cette clientèle-là, c'est pas pantoute adapté. Ouais. Et ça serait mieux, ça nous aiderait à maximiser, optimiser. Puis nous, on a dit oui. On a décidé d'optimiser, de rehausser, puis de le faire pour cette clinique-là, d'aller chercher le mobilier propice pour le faire. Puis ça nous fait plaisir de le faire. Et encore là, tu sais, c'est un projet dynamique qui va avoir une répercussion super positive pour la région. Ça a des effets sur, nos jeunes, sur la qualité d'exercice de nos intervenants, mais en même temps, ça permet de désengorger nos urgences. Parce que le temps que nos jeunes vont là, ben, ils ne sont pas à l'urgence. Puis ça, ben, on soutient la fluidité hospitalière. Oui. C'est un beau sujet aujourd'hui de parler des enfants, surtout de cette catégorie-là, puis de voir qu'il y a tellement de choses sous ta direction qui œuvrent, puis qui ont besoin de cette aide-là. C'est pour ça qu'il faut justement qu'on le mette de l'avant-plan. Tout à fait. Ouais. C'est des équipes dédiées, vraiment engagées. Hein. C'est mon bonheur, moi, tous les jours, là, c'est de venir travailler avec des équipes d'intervenants qui sont hyper engagés envers les jeunes. Absolument. Ils croient, puis tu l'as bien nommé tantôt, ils croient au partenariat. On travaille en partenariat avec la Fondation, comme on le fait avec plusieurs organismes communautaires. Oui, c'est vrai. Alors ça, cette notion-là, de travailler en équipe autour d'un jeune, autour des familles, c'est l'élément clé. Fait que pour nous, le travail de collaboration avec la Fondation, c'est essentiel et très apprécié. Et ça ne verra pas une fin imminente à tout ça. On souhaite je pense bien que ça s'arrête pas là. C'est pour l'avenir, c'est ce qu'on veut, solidifier, travailler avec vous, puis continuer de nous solliciter, Martin, avec vos équipes. On va être au rendez-vous comme on le fait. Puis on va trouver le moyen de faire comprendre. Puis pour les gens que ça l'intéresse, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est super simple. On a regroupé ça dans une catégorie. Si les gens vont sur le site web de la Fondation, il y a un onglet Impact. C'est l'onglet qui est un des onglets les plus importants de notre site. Sinon, l'autre, c'est Je donne. Là. Oui. Mais Impact, on peut sélectionner le volet jeunesse et on va voir tous les projets qui sont en cours. On va les voir. On va voir aussi ce qui a été réalisé pour les curieux qui veulent voir ce qui a été fait. Vous allez voir des projets qu'on a sûrement parlé aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on est en train de réaliser avec vous, comment on peut vous appuyer. Et j'utilise souvent la même phrase pour expliquer ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit à la population, ne soyez pas spectateurs, soyez partie prenante. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, moi, les enfants, c'est important, les jeunes, c'est important, ben allez voir comment vous pouvez avoir une différence. Puis, pas une différence là, qui est ailleurs, non, ici, chez nous, dans notre belle région de l'Outaouais, qu'on est tous les deux natifs et qu'on adore. Ben regardez ce que vous pouvez faire et c'est très, très, très tangible.
Et je pense qu'on peut avoir beaucoup de succès pour l'avenir par rapport à cet engagement-là. C'était un plaisir de t'avoir au podcast, Martin. Puis ça sera probablement pas la dernière fois. On va sûrement parler de d'autres projets. C'est énorme, ce volet-là. Mais je pense que c'est un volet qui méritait vraiment aujourd'hui. Puis merci de nous l'avoir fait découvrir. Merci pour ta fougue, ta passion. Merci. Merci de m'avoir permis de parler de nos projets puis de parler de nos services. C'est très apprécié. Ah ben écoute, c'est la moindre des choses de te recevoir. Puis félicitations à vos équipes. Fais le message à tout le monde. Lâchez pas la Fondation. J'espère que les gens qui nous écoutent, qui sont dans notre secteur, vont comprendre qu'on est des partenaires, puis on sera des partenaires pour l'avenir aussi. Je termine en vous disant merci à vous, merci les auditeurs de nous écouter toutes les semaines, à découvrir ces volets, comment la Fondation a un impact tangible, qu'on peut changer des vies et c'est vraiment pas imaginaire. On a des exemples concrets, comment on améliore. Puis merci Martin de nous avoir fait découvrir aujourd'hui comment on peut aider nos enfants chez nous en Outaouais, nos 0-17 ans qu'on a parlé et un peu plus. Et un peu plus. Alors merci à vous, merci de votre écoute et comme je le mentionne souvent, partagez, aimez, parlez-en du podcast pour que les gens découvrent ce que la Fondation Santé Gatineau fait dans notre belle région. Et comme on le dit toujours, on se donne en Outaouais, on a une région qui est admirable, qui est belle. Donc, on se donne pour notre belle communauté. Merci et à la prochaine.